Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence que j'aurais largement préféré faire en présentiel, puisque je donne mes cours en présentiel, participe à des tas d'activités en présentiel, donc c'est un petit peu dommage que celle-ci se fasse à distance. Et donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis professeur d'anatomie et d'embryologie à la faculté de médecine de l'Université libre de Bruxelles. Et c'est à ce titre que je gère le conservatoire d'anatomie et d'embryologie de ce laboratoire, dont je vous montrerai un petit échantillonnage à la fin de cet exposé. Et du reste, un certain nombre de pièces qui seront montrées ici proviennent de ce musée d'anatomie et d'embryologie Louis de Roubaix, du nom de son fondateur, qui fut même recteur de l'université. Je suis en même temps membre de l'Académie royale de médecine de Belgique. C'est à ce titre que assez régulièrement je m'exprime au Collège Belgique. Alors, cette conférence, c'est une sorte de condensé d'un petit ouvrage dont vous voyez ici la couverture, qui est coécrit avec ma collaboratrice Nathalie Van Mulder, dont je sais qu'elle est présente ici parmi nous, mais virtuellement, et qui pourra peut-être participer au petit panel de discussion à la fin si des questions concernent la partie singulière pour laquelle elle a une compétence particulière et qui concerne la sorcellerie. Alors, de quoi s'agit-il en réalité? Les monstres, on pense toujours, quand on parle de monstres, aux films d'horreur, on pense à la créature de Frankenstein, on pense à toute une série de séries B, à quelque chose qui fait peur, mais étymologiquement, le mot monstre se rapporte à deux termes latins, monstrare, montrer, et monere, avertir. Et donc, on peut considérer que ce sont des choses que l'on montre. Donc, qu'est-ce qu'on montre? Eh bien, ce sont des choses qui sont hors du commun, des choses qui s'éloignent de la norme, quand, au terme d'avertissement, eh bien, certaines monstruosités, entre guillemets, ont été considérées parfois comme des avertissements divins. Et c'est en cela que l'on peut remonter l'étymologie, discuter de ce mot au verbe monérer. Et donc, le terme de monstre désignait par le passé une grande gamme de malformations congénitales. Certaines malformations congénitales sont fort discrètes, voire parfois même invisibles, parce qu'elles touchent des organes que l'on ne voit pas. D'autres présentent une manifestation claire extérieurement, comme ici vous voyez des grossesses siamoises sur la couverture du livre, ça c'est bien visible, et sachant que ce sont des choses que l'on montrait en public, eh bien, le terme de monstre a été consacré par l'usage, et dans des vieux traités, eh bien, la science des monstres, c'est en fait la tératologie, parce que ça se dit tératos en grec, et la tératologie, logos, discours, tératos, monstre, c'est le discours sur les monstruosités, à comprendre discours sur les malformations congénitales, et c'est une discipline qui est pratiquée par toutes sortes de gens, les anatomistes, les embryologistes, mais aussi les gynécologues et obstétriciens, les pédiatres, les généticiens. C'est donc une discipline qui a tout à fait ses lettres de noblesse. Alors, il faut savoir que les monstres ont évidemment toujours excité la curiosité, voire la frayeur, et dès lors, ils sont progressivement entrés dans la légende, dans la mythologie, et nous allons nous efforcer dans cet exposé de relier toute une série de considérations mythologiques avec des considérations liées à la biologie du développement, en montrant ce que l'on a cru penser à une certaine époque et en le reliant à ce que l'on sait actuellement dans ce domaine très vaste qu'est la tératologie et qui maintenant, bien sûr, est un domaine qui ressortit de la biologie du développement, de la génétique du développement, et parfois certaines notions sur des gènes, des mutations devront être mises en exergue dans cet exposé. Alors, c'est une discipline, la tératologie, qui est une discipline, extrêmement ancienne, et qui a commencé à faire parler d'elle dans l'Antiquité. Alors, dans l'Antiquité, bien sûr, un certain nombre d'auteurs, et il ne faut en aucun cas négliger ces auteurs de l'Antiquité, parce que certains avaient
des vues assez intelligentes et assez prémonitoires. D'autres, évidemment, étaient plus discutables. Et je vous ai présenté ici un certain nombre de concepts qui nous proviennent de l'Antiquité, dans lesquels j'ai souligné en rouge des choses qui sont actuellement considérées comme pertinentes. Par exemple, Aristote avait émis un certain nombre de théories du genre la femelle fournit la matière, le mâle le mouvement, l'idée. Quand on a une chimère, c'est que l'influence mâle est insuffisante. Ces concepts ne résistent évidemment pas à l'analyse scientifique. Mais il a pu, d'un autre côté, exprimer le fait que les hybrides, généralement, n'existent pas. Hein, les hybrides entre deux espèces différentes, bon, on connaît le cas des mulets, des choses comme ça, mais enfin, ce sont des raretés. Parce qu'ils ont une durée de gestation différente, ce n'est pas idiot comme argument, et il a identifié notamment le rôle des grossesses multiples simultanées, c'est-à-dire que le nombre de malformations augmente lorsqu'on a un grand nombre de gestations en même temps chez le même animal, chose parfaitement exacte. Il a décrit notamment le situs inversus, que je vous montrerai pour l'anecdote sur la diapositive suivante. Hippocrate a discuté le rôle éventuel des caractères acquis, ce qui renvoie à des discussions plus récentes entre notamment la vision de Lamarck et celle de Darwin. Alors, Démocrite a à un moment émis l'hypothèse que l'influence mâle était prédominante dans le cas des monstres par excès comme les siamois. Évidemment, une théorie particulièrement discutable. Quant à Lucrèce, dont on connaît la grande pénétrance de vue, eh bien, il s'est intéressé également un peu à la tératologie en disant qu'un vrai monstre ne peut survivre et dans la plupart des cas n'est pas viable et meurt à la naissance, ce qui est parfaitement exact. Alors Tite-Live, dans ses ouvrages historiques, décrit des enfants à tête d'éléphant. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'enfants qui ont vraiment une tête d'éléphant, mais vous comprendrez plus tard que cette observation est parfaitement pertinente. Alors, Pline a décrit des êtres fabuleux, des apodes qui n'ont pas de pieds, des sciapodes qui ont un pied énorme qui fait de l'ombre, des astomes qui n'ont pas de bouche, des hommes qui ont les pieds à rebours, c'est-à-dire en fait des pieds beaux. Ça existe, donc ce sont des observations qui sont assez pertinentes. Des femmes qui enfantent des éléphants, ce qui ramène à ce que je viens de vous dire à propos de Lucrèce. Et le géographe Strabon lui réfute l'existence de peuplades fabuleuses qui ont été évoquées dans certains cas de malformation congénitale où on a estimé qu'il y avait des peuplades formées de ces types de créatures. J'y reviendrai également. Et donc vous voyez qu'en triant le bon grain de livret de ces auteurs anciens, on trouve déjà un certain nombre d'idées intéressantes au milieu, bien sûr, de concepts qui n'ont pas de science scientifique, mais il faut bien éviter de juger le passé à l'aune du présent. Alors, comme je vous ai parlé du situs inversus qui a été décrit donc par Aristote, j'aime autant vous dire tout de suite de quoi il s'agit parce que je n'ai pas beaucoup l'occasion d'en reparler plus tard. C'est quelqu'un qui est construit partiellement ou totalement, complètement à l'envers. Alors, vous voyez ici un spécimen qui se trouve au musée d'anatomie de Bâle, où vous voyez le foie qui se trouve à gauche alors qu'habituellement il est majoritairement à droite. La pointe du cœur, je n'ai pas dit le cœur est au milieu, mais la pointe du cœur qui est à droite au lieu d'être à gauche. Cette inversion du plan d'organisation peut être complet ou partiel, et on sait maintenant que cela est dû à une déficience d'une protéine qu'on appelle la dynéine, qui fait partie du cytosquelette, c'est-à-dire les mini-fibres qui sont responsables des déplacements moléculaires à l'intérieur des cellules. Et il se trouve que l'établissement de la latéralité commence par l'expression de certaines molécules spécifiquement à gauche de l'embryon. Pourquoi à gauche? Ben, c'est ainsi, et que cela requiert l'intégrité du cytosquelette et des protéines de ce cytosquelette responsable des déplacements. Et donc, c'est un exemple d'une pathologie qui est extrêmement bien connue maintenant, dont on sait le mécanisme, mais qui avait déjà été observée par Aristote. C'était le seul moment où je pouvais vous parler du situs inversus, c'est pour ça que j'en ai parlé maintenant. Alors, bien sûr, à l'époque de la Renaissance, bien, il y a eu un certain nombre de personnalités qui ont joué un rôle tout à fait majeur dans une volonté de caractérisation, de classement, de description
de malformations congénitales. À cette époque, assez souvent, les descriptions étaient empruntées à des auteurs antérieurs. Et donc, on retrouve, en lisant ces auteurs, des représentations qui sont recopiées de tel autre auteur, lui-même recopié d'un auteur antérieur, et assez souvent, ces ouvrages se croisent et s'entrecroisent pour avoir des observations inédites et avec des classifications, je dirais, qui reposent sur des concepts scientifiques. Il faudra attendre Geoffroy Saint-Hilaire, mais j'en parlerai tout à l'heure. Alors, parmi les personnalités renaissantes qui ont joué un rôle majeur dans ce processus, il faut citer un Belge, bien que la Belgique n'existait pas encore à l'époque, mais c'est Jean Palfin. Jean Palfin, qui était flandrien, qui était médecin, dont il y a ici un buste que je reproduis ici, qui se trouve dans la salle de réunion de notre Académie de médecine, eh bien, a consacré un ouvrage tout à fait remarquable, que l'on peut trouver d'ailleurs reproduit sur Internet, où il a écrit de très longues pages sur un certain nombre de ces malformations congénitales. Alors, selon Palfin, eh bien, les causes des malformations, et j'ai utilisé également mon code où j'ai représenté en rouge les choses qui demeuraient pertinentes. Les causes de ces malformations, c'était la faiblesse de la faculté formatrice, qui est un concept qu'on considérait un peu comme scolastique et qui ne veut pas dire grand-chose en termes de médecine contemporaine, l'étroitesse de la matrice, ce que d'autres ont appelé l'angustie, ça veut dire petit, de la matrice, donc de l'utérus. Et ça, c'est une théorie très intéressante parce qu'on sait que certaines malformations sont liées à l'étroitesse, non certes pas forcément de la matrice, mais de la cavité amniotique qui est l'espace, la membrane qui entoure l'embryon. Donc, il y a là une idée fort intéressante. Alors, les moles, qui sont des tumeurs placentaires, qui sont déjà connues dans l'Antiquité, et d'autres tumeurs auxquelles il s'est intéressé, donc il a reconnu l'existence de ces lésions. Il a parlé de l'imagination paternelle et ou maternelle, donc on pense à une anomalie congénitale et du coup, on la suscite. C'est une théorie qui a eu cours jusqu'au début du XXe siècle, contrairement à ce que vous pourriez croire, et dont je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Et alors, elle n'est bien sûr pas en rouge, parce que c'est une théorie un peu farfelue, et alors, parmi les causes, des parents monstrueux eux-mêmes, ce qui évidemment a été tout à fait confirmé par la génétique. Alors, un autre auteur tout à fait majeur, c'est Ambroise Paré, un auteur français qui par ailleurs est le créateur de la chirurgie moderne et singulièrement de la chirurgie de guerre. Ambroise Paré, eh bien, s'est intéressé et a décrit ces malformations congénitales. Et selon lui, les causes de ces malformations, c'était la gloire ou l'ire de Dieu, donc la colère de Dieu. Ça, c'est assez classique. Une trop grande ou trop petite quantité de semences, on croyait à l'époque qu'il y avait une semence masculine et une semence féminine, et que l'excès ou le défaut de cette semence pouvait mener à des malformations congénitales. L'imagination, on y revient. Alors, j'y reviendrai plus tard. L'angustie, ou petitesse de la matrice, j'en ai déjà parlé, la mauvaise position de la mère et la compression abdominale, ce qui revient un peu au terme précédent, c'est-à-dire l'angustie de la matrice, les traumatismes. C'est vrai que des traumatismes peuvent entraîner des anomalies, des facteurs héréditaires et accidentels. Les facteurs accidentels, actuellement, c'est l'ingestion de substances, l'exposition à des substances tératogènes, de l'irradiation, des molécules tératogènes, des médicaments pris de façon inadéquate. Facteur héréditaire, ça on le sait, c'est l'effet des gènes. Et puis alors on ajoute la corruption de la semence, les mélanges des semences, expliquant ainsi les monstres hybrides dans le cas de relations bestiales contre nature. Bien sûr, les sortilèges, ce qui nous mène à la sorcellerie, et inévitablement les interventions du démon. Et on sait par exemple que on imaginait des démons masculins, des incubes qui visitaient les dames la nuit, des démons féminins aux succubes qui faisaient de même. Et on pensait même à l'époque que le fait d'avoir eu un rêve érotique pendant la nuit supposait la visite d'un incube ou d'un succube selon le sexe de la personne qui aurait fait ce rêve, ce qui n'était pas prudent très bien à l'époque, il n'était pas très, très prudent d'aller raconter qu'on avait fait un rêve érotique parce que ça supposait peut-être une intervention du démon. Ce qui nous mène à un chapitre dont ma collègue précitée est un petit peu spécialiste, c'est la sorcellerie et les sages-femmes. Alors,
il y a très peu de recensions historiques claires, mais on sait que certaines femmes ont été accusées de sorcellerie lorsque, notamment, il naissait des animaux avec des malformations congénitales dans les fermes voisines. Et on sait aussi que des sages-femmes ont été considérées comme sorcières dans le cas, par exemple, de fausses couches. Et la notion de sage-femme était quand même un peu liée à la notion de sorcière, surtout si celle-ci pouvait aider la population en fournissant des potions contraceptives et des choses pareilles. Il y a toute une thématique qui est tout à fait à l'ordre du jour actuellement. Il y a une exposition au Solbosch en ce moment sur la sorcellerie et il y a bien sûr des traits d'union entre cette question et le chapitre sur les monstres, mais il y a somme toute relativement peu décrit. Il y a le cas d'une dame au XVIIe siècle qui s'appelle Anne Hutchinson, dont il est discuté dans l'ouvrage. Alors, un personnage qu'on ne peut pas ne pas citer, c'est Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire est un biologiste visionnaire. C'est un biologiste visionnaire qui travaillait au Jardin des Plantes à Paris, dont l'œuvre a été poursuivie par son fils Isidore. Il a jeté vraiment les bases de la science tératologique, qu'il fallait concevoir à l'époque comme une science descriptive, comme on ne connaissait rien à l'embryologie et à la biologie du développement. C'était une science purement descriptive, mais il a fait des observations, fait des classifications, mais c'était aussi un visionnaire parce que c'est lui qui a émis pour la première fois l'hypothèse de l'inversion du plan de structure entre les invertébrés et les vertébrés, inversion qui a déchaîné énormément de colibets, mais qui s'est avérée parfaitement exacte. On connaît actuellement les mécanismes de cette inversion. C'est lui également le premier qui a observé l'existence de germes dentaires chez certains oiseaux, dont les perruches, germes dentaires qui traduisent bien le développement de pseudodents que l'on connaît chez l'oiseau et dont le contrôle génétique est identique au développement des dents actuelles et qui fait remonter la réflexion au stade où les oiseaux sont dérivés des dinosaures, etc. C'est extrêmement intéressant. Donc, c'était vraiment un très, très grand esprit de la biologie et un esprit extrêmement moderniste. Alors, il faut ajouter donc parmi les grands personnages de la tératologie, évidemment beaucoup plus récemment, Étienne Wolff. Étienne Wolff, du Collège de France, est le créateur de la tératologie expérimentale, car il a pratiqué des expérimentations sur notamment des œufs de poulet, des œufs d'amphibiens, des expérimentations chirurgicales ou d'irradiation très spécifiques qui ont permis de voir ce qui se passait lorsque on détruisait une partie de l'embryon très précocement et de voir ce qui pouvait en résulter comme anomalie congénitale, et il a obtenu ainsi des modèles expérimentaux de la plupart des malformations décrites dans la nature. C'est également donc un personnage extrêmement intéressant, et vous le voyez ici en habit de l'Académie française. Alors, j'ai évidemment extrait un certain nombre de personnages, pas tous bien entendu, on pourrait en ajouter toute une série. Et maintenant, je vais aborder la question d'une manière un petit peu différente en nous intéressant à certains cas de monstruosité qui ont une explication biologique, mais qui, en même temps, ont fait l'objet de considérations mythologiques, car nous verrons que la mythologie antique est véritablement ancrée sur l'observation d'anomalies congénitales qu'on a alors transposées sous forme de créatures adultes, bien vivantes et souvent animées d'intentions qui ne sont pas toujours très honorables. Et quiconque connaît l'Odyssée d'Homère connaît la légende des Cyclopes, et singulièrement du Cyclope Polyphème, une sorte de titan avec un œil unique, dont les intentions ne sont pas très favorables à Ulysse. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de créatures, donc très grandes, avec un œil unique, et qui reposent sur deux choses. D'une part, sur l'existence d'anomalies congénitales qui vont dans le sens de la cyclopie, qui sont pas viables, donc il est inimaginable d'imaginer une créature adulte qui ressemble à ça, et d'autre part, l'observation dans le pourtour méditerranéen de nombreux squelettes d'éléphants. Il y a plusieurs
centaines de milliers d'années, des éléphants qui proliféraient sur le pourtour méditerranéen, notamment l'éléphant antique, qui était très connu, on a découvert beaucoup de fossiles dans le sud de la France, des éléphants nains dans la région de Malte, et un squelette d'éléphant, une tête d'éléphant, ça ressemble à peu près à ça. Et l'ouverture que vous voyez là, eh bien, c'est l'ouverture de la trompe. Ce sont les deux fosses nasales fusionnées. Ce n'est évidemment pas l'œil, parce que chez cet animal, l'œil est latéral. Et ça, ce sont bien sûr les défenses. Eh bien, la connaissance de naissance d'enfants porteurs d'une cyclopie et le fait de trouver par endroits sur le pourtour méditerranéen des crânes éléphantesques de ce type a fait naître le mythe des cyclopes, et certains étaient représentés sur base de l'observation de ces crânes, et en voici un qui se trouve au British Museum, dont vous voyez l'œil unique et vous voyez des dents très développées, et en fait vous voyez que c'est la superposition du squelette de la tête de l'éléphant sur une tête humaine. Alors nous avons vu les recensions. Nous avons vu tout à l'heure l'évocation des recensions de naissance, donc d'enfants, avec des têtes d'éléphants qui ont mené à ces représentations ici, qui sont évidemment un peu aberrantes, mais en fait, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'enfants qui naissent, qui ne sont pas viables, je rassure les auditeurs. D'ailleurs, je signale que ces grosses malformations congénitales ne représentent qu'environ 4 pour 1000 des gestations, qu'on les dépiste très bien par imagerie prénatale et qu'on propose bien sûr des interruptions de grossesse. Alors, ça fait partie des anomalies qu'on appelle des holo, avec un H, holoprosencéphalie. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est toute une gamme d'anomalies congénitales qui extérieurement se traduisent par une région frontale très petite. Alors, ce que vous voyez là, contrairement à ce qu'on raconte parfois dans la grande littérature, ce n'est pas les organes génitaux, c'est le nez. Le nez se transforme en ce qu'on appelle un proboscis, qui avait été aussi appelé au XVIe siècle le promucide, c'est le nom qu'on donnait à la trompe de l'éléphant. C'est en fait l'équivalent du nez. Et ce nez se trouve au-dessus de l'orbite unique, car quand il y a fusion partielle ou totale des deux globes oculaires, eh bien, la structure nasale est projetée vers le haut, au-dessus, et se présente sous forme d'une trompe. Et cette hypoplasie, si vous voulez, du lobe frontal traduit en réalité l'hypoplasie, donc le caractère plus petit, voire même pire, du lobe frontal du cerveau. Car en réalité, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit, dans les formes les plus avancées, telles que celle-ci, d'une anomalie de signalisation précoce du développement du système nerveux qui aboutit à non pas deux hémisphères cérébraux, mais un seul hémisphère cérébral impair au milieu et pas deux, avec une seule cavité cérébrale, on appelle ça des ventricules, il y en a normalement un de chaque côté qui communiquent, mais là, il n'y en a qu'un seul. Et donc, il y a évidemment, si vous voulez, une petitesse généralisée du cerveau qui ne comporte qu'un seul hémisphère plutôt que deux. Et il faut savoir que les tissus de la face que vous voyez là, eh bien, ces tissus de la face dérivent de cellules qu'on appelle des crêtes neurales, qui sont des cellules qui s'échappent du système nerveux. Et dès lors, lorsque le système nerveux est affecté, est trop petit, eh bien, les cellules qui vont s'en échapper, qui vont migrer, qui iront plus loin pour former les tissus de la face, seront également insuffisantes, ce qui a fait dire à certains que la face est le prédicat du cerveau. Regardez l'anomalie de la face et vous saurez l'anomalie cérébrale sous-jacente. Et comme cette plaque qui va former le cerveau est trop étroite et donc hypoplasique, au déficit d'un gène dont je vous parlerai dans quelques instants, eh bien, les yeux, qui sont également des productions de ce système nerveux, du moins partiellement, seront trop rapprochés et auront tendance à fusionner, générant ces faces l'holoprosencéphalie, supposant la cyclopie ou dans une forme moins spectaculaire, des yeux très rapprochés, voire partiellement soudés, ce qu'on appelle une syne, de sun en grec qui veut dire avec, sun, syne, ophtalmie. Et voici une représentation qu'on trouve dans beaucoup de livres, dont ceux de Palfin, où bien sûr vous avez le faciès typique mais un peu caricaturé. On a ajouté des fantaisies comme des têtes de singe au niveau des articulations, toutes choses qui n'ont pas de sens, mais on a tenté, si vous voulez, d'exagérer un petit peu
le morphotype de cet individu. Alors, vous voyez ici du musée d'anatomie de Roubaix, et vous voyez ici l'examen densitométrique que nous avons réalisé, où vous voyez les orbites qui sont trop rapprochées, le proboscis qui est là, et voici la coupe faite dans le cerveau qui montre bien l'existence d'un cerveau tout à fait informe avec un seul hémisphère, un seul ventricule. Ces anomalies sont létales. Alors, ces holoprosencéphalies comportent un spectre important, depuis la forme bénigne, où c'est simplement une hypoplasie du lobe frontal. Il y a des manifestations faciales très limitées. C'est ce qu'on trouve dans le syndrome d'alcoolisme fœtal. Après 3 verres d'alcool, on est dans des doses de syndrome d'alcoolisme fœtal. Là, c'est viable, mais ce n'est pas du tout l'aspect spectaculaire que je vous décris, jusqu'aux formes majeures que je vous ai montrées. Voici un cerveau qui montre bien qu'il n'y a pas, c'est le cervelet en bas, qu'il n'y a pas 2 hémisphères, mais un seul, soudé. Voici une échographie cérébrale de ce qu'on appelle une holoprosencéphalie semi-lobaire, où là, eh bien, la division du cerveau est imparfaite. C'est aussi pas viable. Et dans les formes semi-lobaires, il peut ne pas y avoir de trompe ou de fusion des yeux, mais par contre, des fentes importantes, un nez absent, un lobe frontal très petit. Donc, c'est tout un spectre. Ce n'est pas une anomalie bien distincte. Alors, je vous ai expliqué que le morphotype facial résultait du fait que les cellules qui vont former la face viennent du cerveau embryonnaire. Et ces cellules s'appellent les cellules des crêtes neurales. Et vous voyez ici, chez un embryon, eh bien, ces neurales qui sont ici marquées, eh bien, faire leur migration à partir de l'ébauche cérébrale pour aller envahir les tissus qui vont plus tard devenir le tissu facial. Et ces crêtes neurales ne vont pas n'importe où. Elles ne parce qu'en fonction de leur origine dans le cerveau, elles vont coloniser des endroits tout à fait distincts de l'ébauche embryonnaire et en particulier de sa tête, donc de son ébauche céphalique. Et ce dont il est question dans les holoprosencéphalies, ce sont les crêtes neurales qui proviennent du cerveau antérieur. Et ces crêtes neurales qui proviennent du cerveau antérieur qu'on appelle le prosencéphale, eh bien, elles vont migrer dans ce qu'on appelle ces dérivés que vous voyez là, et qui donnent les zones affectées. Donc, cerveau au départ inadéquat, insuffisance de cellules migrantes et insuffisance de développement de la région faciale et singulièrement de... Et donc les anomalies seront limitées à cette région. Ce sont des images qui proviennent des travaux de Madame Nicole Ledouarin et de son disciple Gérard Couly qui ont énormément travaillé sur ce sujet. Et vous voyez encore ici une montre très bien le territoire de ces cellules, et vous voyez différentes formes d'holoprosencéphalie, dont les plus létales, les moins sévères qui ne le sont pas toujours, et la forme la plus discrète qu'on trouve malheureusement lors de l'ingestion d'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool est un inhibiteur du gène dont je vais vous parler d'ici quelques instants. Alors voici un travail expérimental qui vient des travaux de Madame Sulik, qui démontre une plaque cérébrale normale et une plaque cérébrale dans un cas d'holoprosencéphalie qui est beaucoup moins large et qui mène, comme vous le voyez, à la fusion, voilà, à la fusion des ébauches des yeux que vous voyez normalement latéraux chez l'embryon et qui vont avoir tendance à se rapprocher dans ces cas. Eh bien, le gène s'appelle Sonic Hedgehog, ce qui signifie hérisson sonique. Il est porté sur le chromosome 7. Ce gène joue un rôle fondamental dans le développement embryonnaire, à plein de niveaux. Notamment, c'est ce gène et son expression qui explique pourquoi on a 5 doigts. Ce gène va s'exprimer également dans le développement dentaire. On pourrait en parler de façon très, très extensive. Mais il va s'exprimer dans la partie ventrale, vous le voyez ici en brun, du tube neural, donc l'ébauche du système nerveux, et il va être responsable de la différenciation des éléments ventraux du système nerveux et joue un rôle majeur dans la stabilisation du cerveau antérieur. Alors, ce gène a des associés, des complices, et ces complices s'expriment également sur le chromosome 7.
Et donc, en cas de délétion d'une partie du chromosome 7, que ce soit Sonic et Jock qui sont impactés ou ses complices, eh bien, vous aurez ce phénotype d'holoprosencéphalie, dont voici encore une illustration avec cette trompe, cet œil unique, la cavité unique de l'orbite, on pourra confondre avec la trompe de l'éléphant si vous voulez, le proboscis qui est ici, et un tout petit os frontal qui traduit eh bien, l'hypoplasie du lobe frontal. Alors vous voyez ici ces deux hémisphères fusionnés, donc il n'y a qu'un seul hémisphère cérébral, comme si ce n'est pas une vraie fusion des deux hémisphères, c'est en fait une non-diverticulisation. Et vous pouvez comparer ici à un sujet normal, c'est un scanner, où il y a bien deux hémisphères et deux ventricules. Ici, il y a un seul hémisphère et un seul ventricule. Et vous voyez ici qu'en fait, il y a deux globes oculaires qui sont fusionnés. Alors, ça peut donner des formes moins spectaculaires, mais qui n'en sont pas moins létales, comme ici, cette forme où vous avez l'absence de nez, il n'y a pas de proboscis, les yeux sont trop rapprochés, et quand vous regardez, ça c'est la reconstruction tridimensionnelle, ça ne nous apporte pas grand-chose de plus, vous voyez bien les orbites très rapprochées, là, vous voyez cette platitude de la face, et quand vous regardez à l'intérieur, d'abord, vous voyez d'importantes fentes faciales, donc une large fente au niveau du palais, et vous voyez également qu'il existe un hémisphère cérébral unique. C'est moins spectaculaire, ça excite moins l'imagination, mais ça n'en est pas moins létal pour autant. Alors, il y a encore des situations plus spectaculaires. Ces situations plus spectaculaires, c'est ce qu'on appelle la cyclotocéphalie. Nous avons la chance d'en avoir un dans nos collections parce que c'est très rare. Vous avez le même morphotype avec le proboscis. Vous avez la synophtalmie, c'est-à-dire la fusion des yeux. Ici, la cyclopie n'est pas totale. Mais vous avez en plus une absence de cavité buccale. Et cette absence de cavité buccale, en fait, elle est remplacée par l'oreille. Et donc, c'est encore moins viable, c'est assez rare. Vous voyez la reconstruction 3D qui a fait dire à certains, je vous l'ai dit, qu'il s'agissait des organes génitaux au niveau de la face, mais c'est simplement les deux globes oculaires et le proboscis. Vous voyez bien les deux oreilles qui sont là. Et il s'agit d'une situation plus rare et plus complexe qui nous amène à discuter d'un groupe de gènes qu'on appelle les gènes OTX, qui existent depuis la drosophile. Et il faut savoir que les vertébrés dérivent des céphalocordés. Alors, les céphalocordés, il y en a encore un actuellement, c'est l'amphioxus ou l'ancelet. Donc, vous voyez ici un spécimen du musée de zoologie de l'ULB. Voici une coupe de cet amphioxus, qui est un petit animal aquatique, qui n'est pas l'ancêtre des vertébrés, c'est le descendant des ancêtres des vertébrés, qui a, comme vous le voyez, un œil unique et un hémisphère cérébral unique. Alors, toute cette partie antérieure du cerveau de l'amphioxus est contrôlée par un gène qu'on appelle l'amphi, comme amphioxus, donc amphi, OTX. Et ce gène, donc amphi-OTX, va coder pour une vésicule cérébrale unique et un œil unique. Et ce gène OTX s'exprime dans le cerveau moyen. Nous avions vu que Sonic Hedgehog s'exprimait plutôt dans le cerveau antérieur. Eh bien, il existe des cas d'autocéphalie simple. L'autocéphalie simple, eh bien, c'est plus fréquent que la cyclotocéphalie. Vous avez juste l'oreille à la place de la bouche, mais il n'y a pas la cyclopie et il n'y a pas le proboscis. Eh bien, dans l'autocéphalie simple, qui ne concerne pas le cerveau antérieur, mais le cerveau moyen, dont les cellules migrantes vont donner notamment l'oreille, eh bien, là, on sait que ce sont des mutations du gène OTX, mutations qui sont des mutations qui ramènent un petit peu aux propriétés de l'amphi-OTX de l'amphioxus. Et vous voyez ici un extrait d'article que je mets à votre disposition et qui vous montre en rouge l'expression de ce gène OTX typique de l'amphioxus dans le développement du cerveau antérieur et de l'œil de l'amphioxus. Alors, la cyclotocéphalie est donc une sorte d'anomalie conjointe avec à la fois l'holoprosencéphalie, c'est-à-dire l'atteinte du cerveau antérieur, et l'autocéphalie, qui est l'atteinte du cerveau moyen. Et Étienne Wolf a réalisé des expérimentations qui consistent à irradier des zones bien précises du cerveau. Et vous voyez qu'en irradiant cette zone, il a pu obtenir des cyclotocéphalies, des autocéphalies en irradiant le cerveau moyen, des cyclotocéphalies en irradiant le cerveau antérieur et une partie du cerveau moyen. Et donc, il y a une parfaite corrélation
entre la zone irradiée et l'anomalie qui résulte de cette irradiation. Et vous voyez qu'il a pu, en irradiant le cerveau moyen, créer une autocéphalie simple, donc pas la cyclotocéphalie. Alors, la cyclotocéphalie est complexe. Il y a très peu de cas au monde où on a l'association d'anomalies du cerveau antérieur et du cerveau moyen. Il y a 2 cas. Celui de notre musée d'anatomie et d'embryologie Louis de Roubaix, que je vous ai déjà montré, où assez curieusement, on ne parvient pas à mettre en évidence d'anomalies cérébrales. On ne parvient pas à mettre en évidence d'anomalies cérébrales, donc c'est assez compliqué. Par contre, qui se trouve au musée d'histoire naturelle de Mons, que nous avons pu explorer grâce à l'obligeance de M. Bertrand Pasture, à qui je rends hommage et qui est le très dynamique conservateur de ce musée. Voici le spécimen en question, il a l'air tout pareil au nôtre, et vous voyez ici les reconstructions qui sont faites en scanner, vous voyez bien l'oreille à la place de la bouche. Eh bien, celui-là, voici des images de profil, il a une holoprosencéphalie avec un ventricule unique et un prosencéphale, un cerveau antérieur unique. Donc, il a bien l'anomalie typique dans les holoprosencéphalies. Donc, c'est bien une situation assez compliquée parce que dans 2 cas extérieurement pareils, eh bien, l'anomalie interne est différente, voire difficile à percevoir dans le cas du premier cas. Mais c'est pas simple, il y a très peu de cas décrits et malheureusement, la conservation de ces pièces initialement dans le formol, ne nous permet pas de faire des anomalies génétiques. Alors, il ne faut pas croire que seule l'espèce humaine a ce genre d'anomalie. Par exemple, les holoprosencéphalies avec les cyclopies sont assez souvent observées chez les porcs, sont observées chez les moutons, et vous avez ici des exemples chez le porc d'une autocéphalie avec la cyclopie, donc c'est pratiquement une cyclotocéphalie et pas une autocéphalie simple. Vous avez ici un autre exemple. Et alors, nous avons un exemple dans nos collections avec un mouton dont voici la face, ce n'est pas un gremlin, contrairement à ce que vous pourriez croire. Vous voyez les yeux très proches, vous voyez le proboscis, vous voyez les 2 oreilles à la place de la bouche, c'est une cyclotocéphalie chez un agneau. Vous voyez bien le ventricule unique et le cerveau unique, et vous voyez la trompe et la synophtalmie. Ceci est une représentation historique de ce qu'on appelait une trophocéphalie. Les termes sont souvent très complexes. Ce qui est faux là-dedans, c'est de le représenter comme un mouton qui se promène dans une prairie comme ça. Ça ne survit pas à quelques jours de vie, ça n'est pas du tout permanent, et donc on ne peut pas imaginer de le voir comme ça dans une prairie, mais à l'époque, on avait coutume de représenter ces malformations dans une position de vie. Vous voyez la corrélation avec l'espèce humaine, donc c'est exactement la même anomalie. Et voici une observation qui, je pense, vient d'un livre de Palfin, et vous voyez qu'on a représenté ici, chose amusante, les 2 oreilles comme des moustaches. Vous voyez, c'était représenté comme des espèces de moustaches, et là aussi, on l'a représenté en situation de vie. Alors, il faut signaler que chez l'animal, certaines plantes sont connues pour générer ce genre d'anomalie qui implique une cyclopie. C'est notamment ce qu'on appelle la vérâtre de Californie, mais il y a son équivalent en Europe. C'est une plante qui comporte une toxine qu'on appelle la cyclopamine, et cette cyclopamine s'attaque à l'expression du gène Sonic Hedgehog. Et donc, la prévalence de ce genre d'anomalie chez les animaux qui paissent, donc chez les herbivores, s'explique par l'ingestion potentielle d'une toxine qu'on appelle la cyclopamine qui est présente dans certaines plantes. Et donc, ceci pour vous remontrer sur quoi est basé quelque part ce mythe des cyclopes. Alors, maintenant, on peut aborder une autre anomalie qui peut contribuer à faire couler beaucoup d'encre, c'est l'anencéphalie. Alors, qu'est-ce que l'anencéphalie? Terme purement, je dirais, sémantique, ça veut dire l'absence de cerveau. En fait, de quoi s'agit-il? Eh bien, le cerveau se développe à partir d'une plaque. Je vous l'ai déjà dit, cette plaque va se déprimer en gouttière, et puis cette gouttière va se refermer pour former un tube. Et il peut arriver qu'elle ne se referme pas correctement ou qu'elle se ferme et qu'elle se rouvre. Une manifestation de la chose dans l'anencéphalie, c'est
qui va générer le cerveau et toute la partie supérieure de la moelle qui ne s'est pas refermée. Et dès lors, il n'y a pas littéralement de cerveau, il y a simplement les berges de la gouttière qui ne se sont pas correctement refermées. On sait que certaines molécules tératogènes peuvent entraîner ça. La carence en acide folique peut également être cause de ce type d'anomalie. Alors, quand on représente, comme l'ont fait les auteurs renaissants, la chose de cette manière, eh bien, on peut considérer que les berges de cette gouttière neurale ressemblent à des espèces de cornes et que ces cornes peuvent être considérées comme des manifestations diaboliques et en arriver à une accusation de commerce illicite avec le démon de la part de la malheureuse qui aurait accouché d'un anencéphale. Mais d'un autre côté, si on s'intéresse aux anciens, eh bien, on observe que ces anencéphales ne sont pas sans ressembler, bon, très grossièrement, à la représentation en forme de babouin du dieu Thoth, qui est le dieu des scribes. Et ceci a amené les Égyptiens à considérer les enfants anencéphales comme des représentations du dieu Thoth et de les momifier avec tous les honneurs, car ils avaient en soi quelque chose de relativement divin. Voici un exemple de momie d'anencéphale. Et vous voyez la connotation parfaitement différente que l'on a pu mettre à cette anencéphalie, ici chez les anciens Égyptiens qui, d'une certaine façon, les honoraient, et à l'époque médiévale et renaissante où c'était considéré comme un signe de commerce avec le démon. Alors, pour élucider cette question, eh bien, je reviens sur ce que je vous ai expliqué. Il y a une gouttière neurale qui est censée se refermer. Alors, elle referme à partir du milieu comme une sorte de tirette, une fermeture éclair qui commencerait par le milieu et progresse dans les deux directions. Vous voyez que ce n'est pas encore tout à fait fermé ici, ça n'est pas ici, et ça va progresser à partir de la région médiane vers l'avant et vers l'arrière. Et vous voyez ce qui aboutit, donc la forme aboutie de cette fermeture. Vous avez un tube qui, du côté de la tête, va former le cerveau et, plus caudalement, va donner simplement la moelle épinière. Vous voyez encore ici une moelle épinière pratiquement formée. Et donc, c'est ce patient dans l'anencéphalie. Alors, autre exemple un peu anecdotique, et je vous ai promis de discuter des malformations par imagination et de revenir un peu à Ambroise Paré. Eh bien, la chose va se concrétiser. Voici la naissance d'un enfant grenouille qui a été recensé par Ambroise Paré. C'est une observation qui avait été faite par un médecin qui s'appelait Jean Bellanger, de la naissance de cet enfant né d'une femme qui, ayant contracté des fièvres, peut-être la malaria, la fièvre des marais, on lui avait conseillé, pour échapper aux fièvres, de tenir une grenouille en main en permanence. Imaginant que la grenouille résistant au frimas et à l'humidité pouvait la protéger, elle, contre ces mêmes nuisances. Remarquez que c'est par le même raisonnement, ce qu'on appelle de la sérendipité, que on a découvert l'aspirine parce qu'on a d'abord consommé de l'écorce de saule, puisqu'on disait que le saule avait les racines dans l'eau, résistait donc à l'humidité, et c'est en consommant l'écorce de saule qu'on a pu constater les effets de l'acide acétylsalicylique qui était présent en grande quantité dans ces écorces de saule. Donc on a parfois comme ça des illuminations intéressantes. Mais ici, ce n'était pas tout à fait le cas. Et donc, elle tenait cette grenouille en main, et elle a tenu la grenouille en main au moment de la conception de l'enfant. Donc, vous imaginez cette dame au lit avec son mari, avec la grenouille en main. C'est un fantasme qui, reconnaissons-le, n'est pas très courant. Bon, et cet enfant est né avec, dit-on, une face de grenouille. Alors, une face de grenouille, c'est-à-dire ce qu'on appelle une macrostomie, c'est-à-dire une grande bouche, avec une fente qui la prolonge. Et donc, Ambroise Paré avait dit, voilà, pendant la conception, eh bien, vous avez pensé à la grenouille. Et donc, quelque part, cette pensée a interagi avec le développement de l'enfant, et il a fallu le XXe siècle pour se débarrasser de cette idée. Mais remarquez que il ne fallait pas juger trop le passé à l'aune du présent, parce que, enfin, c'était une tentative explicative qui ne faisait pas appel à des malédictions, à Dieu, aux démons, etc. Donc, c'était quand même assez intéressant.
Alors, voici des représentations qui viennent toujours de Palfin, de cet enfant grenouille, et en voici un que nous avons au laboratoire, signalons qu'il a également une anencéphalie. Mais bon, et vous voyez cette fente. Eh bien, cette fente, elle s'explique simplement par et la flèche ici n'est pas bien mise, je vous prie de m'en excuser, vous voyez ici cette fente, c'est une fusion incomplète entre deux bourgeons qu'on appelle le bourgeon maxillaire et le bourgeon mandibulaire. Et cette fusion incomplète a créé cette fente. Normalement, ce qui est là doit fusionner avec ce qui est ici pour aboutir à une cavité buccale qui n'est pas trop étendue. Et donc, c'est simplement un trouble de fusion de deux bourgeons faciaux. Alors, au passage, je vous signale que notre spécimen ici au laboratoire, eh bien, il avait une anencéphalie, et cette anencéphalie donne bien une image des cornes dont on a parlé tout à l'heure, et vous en avez ici une représentation certes exagérée, où on a ajouté les cornes en plus, qui vient également de Palfin. Alors, ne me demandez pas le mécanisme qui mène à cette anomalie, à cette macrostomie. Mécaniquement, c'est un trouble de rencontre de deux bourgeons. Comme on voit qu'il était associé à l'anencéphalie, il y a très vraisemblablement une anomalie génétique compliquée là derrière. Mais les spécimens sont assez peu fréquents pour permettre une analyse génétique détaillée. Alors maintenant, le mythe des sirènes. Alors, tout le monde connaît les sirènes dans l'Odyssée également, vous avez la sirène de Copenhague, etc. Donc c'est une fort jolie femme, plutôt troublante, avec un corps de poisson. Alors de quoi s'agit-il en réalité? Eh bien, il s'agit de ce qu'on appelle la sirénie, et la sirénie est également appelée la symélie avec Y, qui vient de sun en grec, qui veut dire avec, mélos veut dire membre. Quelqu'un qui s'appellerait Amélie, ça signifie qu'il n'a pas de membre. Je signale la chose, peut-être pour éviter d'appeler un enfant Amélie, parce que l'Amélie est une anomalie congénitale où il n'y a pas de membre. Bon. Alors, symélie ou sirénie, c'est une fusion des membres inférieurs. C'est une fusion des membres inférieurs, mais en profondeur, on voit que le squelette des deux membres inférieurs est présent, quoique incomplet. Il manque par exemple ce qu'on appelait jadis le péroné, c'est la fibula maintenant comme on l'appelle, c'est ce qu'on appelle une hémimélie, il manque la moitié du membre, les pieds sont incomplets, mais comme il y a une espèce de soudure musculaire et cutanée autour, un peu comme si vous mettiez vos deux jambes dans la même jambe du pyjama, ne me dites pas que ça vous est jamais arrivé, eh bien le résultat est à peu près le même, et donc les deux pieds fusionnés ressemblent un peu à une nageoire. Et donc c'est de là que vient en partie ce mythe des sirènes. Maintenant, il faut savoir que cela résulte d'une anomalie de développement de la partie caudale de l'embryon. Ce n'est pas le membre qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est la partie caudale de l'embryon, qu'on appelle le bourgeon caudal. Je vous passe le détail, mais le contrôle génétique est assez bien connu, et la morphogenèse de ce bourgeon caudal aussi. Et donc, ça s'accompagne de malformations autres du pôle caudal, notamment d'énormes anomalies d'abouchement des organes génito-urinaires et du digestif qui font qu'il n'est pas viable non plus. Simplement parce qu'il y a un très mauvais développement de toute la région caudale, ça peut impliquer le rein également, la moelle épinière, et donc la fusion des membres qui résulte de cette hypoplasie de la région caudale n'est qu'une manifestation extérieure d'une anomalie beaucoup plus spectaculaire. Et donc vous revoyez ici avec la reconstruction 3D, la surface, la reconstruction de surface et le squelette qui est donc incomplet et qui a donné lieu alors à des représentations historiques un peu fantaisistes où on a ajouté des nageoires. Voici une ancienne photographie donc d'une symélie. Alors, pourquoi a-t-on imaginé des sirènes qui, j'ose dire, à l'état sauvage, sont présentes comme ça dans nos mers? Eh bien, simplement parce qu'on a fait des observations à l'époque zoologiques absurdes d'animaux comme les dugongs, les lamantins, qui sont des mammifères marins et qui, de loin, pour un matelot qui aurait un peu abusé de tafia, pourrait être pris pour une sirène. Et donc là, c'est un peu comme avec les crânes d'éléphants et les naissances des holoprosencéphales, c'est la conjonction de naissance d'enfants siréniens avec l'observation d'animaux qui, de très très loin, pourraient évoquer des sirénies. Alors on peut rapprocher cela d'une légende qu'on trouve déjà chez les anciens, donc les anciens de l'Antiquité, mais qui a été répercutée encore à l'époque médiévale et renaissante, des sciapodes.
Alors, qu'est-ce que les sciapodes? Eh bien, ce sont des créatures adultes qui ont une fusion des deux membres inférieurs, mais ce membre est très gros, qu'ils ont un pied gigantesque et qu'ils peuvent s'abriter du soleil par ce pied. Et certains disent avoir vu ainsi des sciapodes dans des contrées lointaines, constituées toujours plus ou moins en Éthiopie, sachant que l'Éthiopie, c'était tout ce qui était Afrique du Nord, pratiquement jusqu'en Inde. C'était en fait tout ce qui était au-delà, si vous voulez, du détroit de Gibraltar, donc là où personne ne pouvait vérifier que c'était vrai ou pas. Ce qui nous ramène à une vision un peu sociologique que l'anomalie, c'est l'autre. C'est l'étranger, c'est celui qui est loin, c'est celui qui ne nous ressemble pas. Et dans le livre, on discute un petit peu justement de ces aspects de tolérance ou d'intolérance liés au fait que le monstre, c'est toujours l'autre, mais en même temps, c'est un peu le reflet de nous-mêmes. Il y a là toute une ambiguïté qui mériterait d'être discutée et qui a été déjà traitée par d'autres auteurs. Enfin, il est clair que cette peuplade n'a jamais existé, mais qu'une certaine forme de simélie peut avoir été la cause de cette observation un peu déviante, en sachant évidemment qu'ils n'ont pas un pied à ce point grand qui peut leur servir de parasol. Vous voyez ici à peu près la dimension de ce pied qui n'est pas très spectaculaire. Et vous voyez ici d'ailleurs des coupes à différents endroits qui vous montrent bien que les deux membres inférieurs sont différenciés, mais incomplets et recouverts par un véritable fourreau musculaire et cutané. Eh bien, là aussi, Étienne Wolf, eh bien, il a pu obtenir un modèle expérimental en irradiant la région caudale de l'embryon. En irradiant, donc en tuant les cellules de la région caudale de l'embryon, il a généré un parfait modèle de la symélie, confirmant bien qu'il s'agit d'une anomalie de ce qu'on appelle le bourgeon caudal. Vous voyez ici ce que vous pouvez comparer donc à ce nouveau-né qui n'a pas survécu, et vous voyez que l'aspect est tout à fait le même. Maintenant, dans les anomalies du bourgeon caudal, il n'y a pas forcément une symélie. Les anomalies du bourgeon caudal, dont un des facteurs, pas l'unique, c'est le diabète maternel non équilibré, donc une mère diabétique non équilibrée, donc qui n'est pas traitée, plus de risques d'avoir ce qu'on appelle une régression caudale, c'est-à-dire un mauvais développement du pôle caudal de l'embryon, eh bien, peut aboutir pas forcément à une symélie, mais à une interruption complète de la colonne et de la moelle épinière à un certain niveau, ce qui mène à des troubles neurologiques graves, et l'administration d'acide rétinoïque, qui est un dérivé de la vitamine A, qui est un régulateur important du développement de la région caudale, peut mener expérimentalement à des souris qui ont des régressions caudales. Donc c'est un modèle que l'on connaît relativement bien, mais toutes les régressions caudales ne mènent pas forcément à la symélie. On peut aussi avoir des lésions par excès. Et ces lésions par excès, c'est quoi? Eh bien, ce bourgeon caudal, nous savons tous que nous n'avons pas de queue. Eh bien, il y a une régression caudale normale. Si elle est excessive, ça donne les anomalies que je viens de vous expliquer, mais parfois cette régression peut être insuffisante. Et il arrive qu'un nouveau appendice caudal, qui ne contient pas grand-chose, uniquement de la peau et du tissu conjonctif, il n'y a pas d'élément vital à l'intérieur, donc l'exérèse chirurgicale néonatale est assez facile. Mais là, justement, c'est une absence de régression complète, d'une régression suffisante, correcte de ce bourgeon caudal, et cela a mené aussi, bien sûr, de cet ordre-là. Donc, je pense qu'une femme qui eût accouché d'un enfant de ce type à une certaine époque n'aurait pas eu un sort très enviable. Ceci résume un peu le développement de ce bourgeon caudal, et vous voyez ici une coupe des un embryon humain qui vous montre la région du bourgeon caudal. Alors, autre population fabuleuse, ce sont les blémilles ou acéphales. Alors, je ne sais pas si vous voyez tous mon écran partagé en totalité, parce que moi, j'ai des icônes qui cachent un peu le haut de mes diapositives. Donc, je vais quand même commenter. Ça s'appelle les blémilles, B-L-E-2-M-Y-E-S, ou acéphales, qui veut dire sans tête. Alors, c'est quoi les blémilles ou acéphales? Eh bien, c'était des tribus farouches que l'on trouvait à peu près dans les mêmes régions que les sciapodes, qui se caractérisent par pas de tête, acéphale, et par une face sur le tronc. Alors, dans certaines représentations, cette face est ventrale,
Dans d'autres, cette face est dorsale. Et dans la plupart des cas, on leur présente des yeux et une trompe. Alors, bon, les yeux, on pourrait considérer que si la représentation est ventrale, ce sont les mamelons, et que la trompe, si la représentation est ventrale, c'est le cordon ombilical. Et c'est bien exactement ce qui se passe dans certaines formes d'anomalie. Alors, c'était évidemment des créatures farouches et agressives qu'on représentait souvent avec des lances en main. De quoi s'agit-il en réalité? Eh bien, il s'agit en réalité d'anomalies qu'on appelle des acéphales ou omphalosites. En fait, ce sont dans tous les cas des fœtus parasites qui se développent en sus d'une grossesse normale. Et ces acéphales ont la particularité de ne pas avoir de cœur non plus. Ils sont acardiaques. La tête et le cœur, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ont un moment une destinée commune au cours du développement embryonnaire. Et donc, voici un spécimen de mouton qui a été observé dans notre musée à un certain moment, mais qui a malheureusement disparu, mais qui a été publié par certains de nos prédécesseurs, où vous voyez ici l'extrémité caudale d'un mouton omphalosite. Et donc, ce sont des embryons où il n'y a que l'extrémité moyenne et inférieure et pas la partie supérieure. Et dans tous les cas, ce sont des fœtus parasites non viables développés sur une grossesse normale. Et dans le livre, on discute un petit peu la raison pour laquelle ça peut se développer et surtout la raison pour laquelle il n'aurait pas de cœur. Est-ce que l'absence de cœur est un phénomène causal ou un phénomène dérivé? Ce n'est pas encore sûr. Vous voyez ici la représentation donc ventrale et dorsale de ces omphalosites. Et l'espèce de trompe qu'on présentait chez les blémioacéphales correspond en fait au cordon ombilical, tout simplement. Voici des spécimens humains où vous voyez ce cordon, vous le voyez ici sur la radiographie. Voici un modèle chez un rongeur. Vous voyez, et tout ce qui manque, c'est la tête. Et donc, on peut imaginer facilement qu'on a transposé curieusement sur la face dorsale des choses qu'on voyait sur la face ventrale avec les mamelons d'un côté et le cordon ombilical de l'autre. Et donc, il existe une série de spécimens et je voudrais souligner la richesse des collections tératologiques que l'on trouve à la faculté de médecine vétérinaire de Liège, l'ancienne collection qui était à Kuregem, et vous voyez ici des représentations animales de ces fœtus omphalosites. J'ai parfois de grosses difficultés à dire de quel animal il s'agit parce que vous voyez que ce n'est pas toujours très identifiable, ce sont clairement des ongulés, des ruminants, et vous voyez ici ce cordon ombilical. Alors, autre mécanisme dans les monstruosités, c'est la soi-disant angustie de la matrice. Alors, l'angustie de la matrice, ça veut dire l'étroitesse de la matrice. Alors, voici l'utérus. Et finalement, l'utérus n'est pas tellement en cause. Il s'agit surtout de la cavité qui se trouve à l'intérieur, qui est la cavité amniotique qui entoure l'embryon, qui devient la poche des os, qui a 8 mois est riche d'environ 1 litre de liquide, 800 cc plutôt aux alentours de l'accouchement. Mais il peut arriver donc que cette cavité amniotique soit trop petite, ce qu'on appelle l'oligohydramnios. Alors, dans une cavité amniotique très petite, que peut-il se produire? On peut peut-être parler des causes d'hydramnios. Ça peut être des causes mécaniques, une fuite. Ça peut être des causes inflammatoires. Vous avez une infection, par exemple, dans le vagin qui atteint le col de l'utérus et qui vous détruit la paroi de cette cavité amniotique. Mais ça peut aussi être lié au fœtus, parce que le fœtus contribue à fabriquer cette poche des os avec son urine, avec l'urine fœtale. Si le fœtus a une anomalie rénale congénitale, il ne participera pas à la production du liquide amniotique et la cavité amniotique alors aura un volume moindre. Eh bien, on peut considérer qu'il arriverait la même chose que si on vous enfermait dans une petite armoire, vos membres vont se déformer et vous avez alors ce qu'on appelle des pieds-bots qui ont parfois été interprétés comme des sabots diaboliques à l'époque de la Renaissance, des mains-bottes, c'est-à-dire des déviations du poignet dans le mauvais sens, voire un genou complètement plié à l'envers, ce qu'on appelle un genou recurvatum. Et donc, voici une manifestation assez typique de syndrome amniotique, donc ce que l'on appelait jadis l'angustie de la matrice, et Ambroise Paré a dûment représenté ce genre de choses dans son ouvrage. Mais ça va plus loin, car un obstétricien
de l'ULB, qui était professeur d'anatomie topographique dans notre service au XIXe siècle, Pierre-Joseph Cécilien Simonard, dont on a très peu de documents, on n'a même pas de portrait de lui, a été plus loin et a émis l'hypothèse, vérifiée depuis, que quand on a une cavité amniotique trop petite, eh bien, il peut se faire des adhérences entre les différentes parties de ces cavités amniotiques. Hein. Oui, un peu comme les filets de salive qu'on a parfois entre les lèvres, sauf que ces adhérences, c'est de la fibrine, et que la fibrine est assez dure par rapport au tissu du fœtus, et que ces brides pouvaient sectionner des parties du fœtus. Et vous voyez ici un exemple d'un syndrome amniotique majeur où vous avez des sections nettes d'un des membres. Attention, toutes les brièvetés des membres ne sont pas dues, et loin s'en faut, à des sections par des brides amniotiques. Il y a des anomalies intrinsèques des membres, mais ça, j'en parle pas dans l'ouvrage. Donc une section nette, des fentes non classables, parce que des brides ont entraîné des lésions secondaires au niveau des tissus faciaux qui ne correspondent pas aux fentes répertoriées par l'embryogenèse plus ou moins normale. Et vous avez aussi non-fermeture de la cavité abdominale par adhérence contre la cavité amniotique et une anencéphalie qui s'explique par le même phénomène. Donc, existence de brides, petite taille de la cavité amniotique qui s'est en quelque sorte collée sur l'embryon. Ça donne des malformations assez spectaculaires. Et rappelons-nous que l'angustie de la matrice, le terme n'est pas très correct, mais avait déjà été identifié dans l'Antiquité. C'est assez important. Alors, autre anomalie, qui ne connaît pas le chien cerbère? Le chien cerbère, eh bien, c'est le chien qui est le gardien des enfers. Était un chien à 3 têtes. Et on entend souvent, comme on voit sur le site internet, que des animaux sont nés avec 2 ou 3 têtes, et c'est une tendance assez répandue chez les reptiles, et particulièrement chez les serpents. Donc vous voyez ici un représentant. Alors voici Cerbère dans une statue donc au musée d'Héraklion que j'ai photographiée lors d'un voyage, et voici une représentation donc d'un personnage à 2 têtes qui provient également d'un livre de l'époque renaissante. Alors, de quoi s'agit-il? Alors ça reste un peu plus hypothétique. Mais, dans certains cas, eh bien, on trouve au niveau de l'ovaire d'étranges tumeurs bénignes qui comportent des poils, qui comportent des dents, qui comportent du cartilage, toutes sortes de tissus qu'on appelle des tératomes. On revient sur le mot tératos mons. Voici un tératome qu'on avait extrait en salle de dissection. On devine un poil ici, il y en avait quelques-uns. J'ai dû retirer la graisse qu'il y avait à l'intérieur et vous voyez ici de l'émail dentaire qui brille et une tige de cartilage. De quoi s'agit-il? Donc voici un scanner avec reconstruction 3D qui vous montre le tissu calcifié correspondant à la dent. Hein, et voici une coupe de tératome dans l'ovaire où vous voyez du tissu dentaire. Bien. Alors, les tératomes peuvent se développer à la fois au niveau de l'ovaire ou du testicule, mais également aux 2 extrémités de l'embryon, c'est-à-dire au niveau de l'extrémité caudale, où ça donne généralement du tissu assez indifférencié qui bloque également les orifices et qui peuvent entraîner des anomalies de la moelle épinière, dont le résultat, c'est que ce n'est pas viable. Ça, au niveau de la tête et au niveau de la cavité buccale. Et je reviendrai peut-être sur l'image qui est ici, qui n'est peut-être pas extrêmement bien placée. Voici le tératome ovarien tout à l'heure avec une dent, et voici le même tératome avec un poil, dont vous voyez même ici la mélanine. Alors, de quoi s'agit-il? Ici, vous avez une représentation d'un tératome buccal qu'on appelle un monstre épignate, dans lequel vous pouvez avoir une différenciation incomplète d'une sorte de fœtus parasite, ce qui nous mène au concept des têtes surnuméraires. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, les tératomes sont dus à des proliférations des cellules germinales. Les cellules germinales, c'est les cellules qui vont donner à la fois les testicules chez l'homme et les spermatozoïdes chez la femme, on appelle ça les cellules germinales. Et ces cellules germinales, au cours du développement embryonnaire, vont migrer d'un endroit à l'autre. Elles vont migrer de l'extérieur de l'embryon à l'intérieur pour venir se fixer dans le futur ovaire
ou le futur testicule. Et elles vont migrer le long du tube digestif. Et elles peuvent, lorsqu'elles arrivent dans l'ovaire ou dans le testicule, mal se différencier et donner des ébauches embryonnaires incomplètes, des poils, des dents, c'est souvent des tissus comme ça. Elles peuvent aussi se tromper de chemin et au lieu d'arriver au niveau de l'ovaire ou du testicule, aller trop loin et se retrouver au niveau de la tête ou au niveau de la région du sacrum, simplement comme si vous endormiez dans le métro, vous ne sortez pas à la sortie où vous devez aller et vous allez jusqu'au terminus. Et quand ça se développe dans la région céphalique, eh bien, ça donne plus volontiers un embryon à moitié fait, donc un embryon qui s'est formé par parthénogenèse, c'est-à-dire sans contribution de l'autre sexe, et qui donne un embryon plus ou moins constitué, ce que cela donne difficilement au niveau sacré, rarement, ou je dirais même qu'il n'y a presque pas de cas décrits, ça reste plus indifférencié dans cette région-là. Alors, une des hypothèses sur ces têtes multiples que nous avons vues tout à l'heure, ou sur les cas où vous avez développement de tête dans un endroit inapproprié, voire de tronc complet parasite, une des hypothèses est qu'il s'agisse d'un tératome très avancé, un tératome qui est allé très loin dans la constitution d'une sorte d'embryon parasite. Voici un tératome sacrococcygeien. Vous voyez le scanner 3D et vous voyez qu'il y a du tissu calcifié à l'intérieur. Alors, ces salles, voyez-vous, vont migrer à partir de l'extérieur de l'embryon. Vous les voyez très bien ici pour se mettre en place progressivement dans ce qu'on appelle la crête génitale, qui est la future gonade, donc l'ovaire ou le spermatozoïde. Vous voyez encore très bien ces cellules colorées ici par ce qu'on appelle une protéine de choc thermique, et vous les voyez se mettre en place dans un futur testicule d'embryon de souris mâle. Eh bien, il existe des substances qui, lorsqu'elles sont administrées expérimentalement, aussi bien à des souris gestantes que chez l'oiseau dans un œuf, eh bien, vont entraîner des arrêts de migration de ces cellules germinales qui vont alors s'implanter dans des zones anormales pour donner des populations cellulaires ectopiques qui sont en quelque sorte des populations qui vont annoncer la possibilité de générer des tératomes. Et donc, ce n'est pas encore une explication, je dirais, tout à fait complète de l'existence des tératomes, mais c'est une voie d'explication de ces tératomes. Mais pour ce qui est des créatures à deux têtes, eh bien, il y a d'autres explications. Car on sait que la différenciation de la région céphalique est liée à l'expression d'un gène qu'on a appelé Cerberus. Alors, pourquoi l'a-t-on appelé Cerberus? Eh bien, justement, parce que la surexpression de Cerberus peut générer expérimentalement des embryons à plusieurs têtes. Si on greffe du Cerberus à un endroit différent de l'embryon, on n'a pas une tête, mais on en a deux. Et donc, c'est pour ça que ceux qui l'ont décrit l'ont appelé Cerberus. Et donc, on peut, aussi bien que l'hypothèse du tératome, songer que la duplicité de la tête, pour autant qu'elle soit dans la région habituelle où elle se développe, puisse être une surexpression spontanée de ce gène Cerberus. Mais là, on est vraiment très tôt dans l'interprétation. C'est très difficile, évidemment, de faire de l'expérimentation sur des monstruosités qui sont extrêmement rares, et puis ce n'est pas très éthique. Et donc, bon, ça reste encore une hypothèse, mais vous voyez ici une représentation de l'article avec ces illustrations que je ne vais pas commenter, qui montre bien l'expression de ce gène comme étant un inducteur de la tête. Alors, autre catégorie, les grossesses conjointes, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement les siamois. Pourquoi les appelle-t-on les siamois? Eh bien, on appelle ça les grossesses siamoises parce que les plus connus étaient les jumeaux Chang et Eng, qui se produisaient dans les music halls et qui étaient originaires de Thaïlande, donc du Siam à l'époque. C'est pour ça qu'on les a appelés des siamois. Alors, ils ont fait fortune dans le music hall, dans les cirques. Ils sont morts de façon très conjointe aussi, dans la mesure où, quand le premier est mort, eh bien évidemment, les produits de dégradation ont atteint la circulation du voisin
et l'autre est mort intoxiqué par la putréfaction de son frère. Et donc, ceci est un des arguments, mais il y en a d'autres pour dire qu'il vaut mieux, lorsqu'on dépiste, interrompre la grossesse plutôt que les laisser survivre. Et de surcroît, les séparations sont extrêmement difficiles, hasardeuses, parce qu'ils ont toujours des choses en commun, mais qu'ont-ils en commun? L'appareil digestif, l'appareil urinaire, l'appareil respiratoire, le cœur, tout ça est imprévisible. Il faut une imagerie très détaillée pour le savoir, et chirurgicalement, c'est un véritable défi. Alors, les Siamois étaient connus et honorés depuis des temps immémoriaux, puisqu'on trouve des statuettes, notamment des statuettes de l'art africain qui mettent aussi des grossesses siamoises. Alors, la classification de ces grossesses a été réalisée par Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, et c'est une classification qui est extrêmement précise mais extraordinairement inutilisable, à tel point elle est précise, elle est décrite dans le livre, mais il y a plus grand monde qui l'utilise. On parle de craniopage quand ils sont réunis par le crâne, de thoracopage, mais on parle aussi de dîme, D-Y-M-E, selon que ce soit des séparations incomplètes ou des fusions. Effroyablement compliqué, mais il faut savoir qu'ils sont réunis généralement ou par le tronc, ou par la tête, ou par les deux, ou par l'extrémité inférieure. On voit qui est dans notre laboratoire, où vous en avez deux qui sont unis par la partie caudale de l'embryon, et vous voyez les deux moelles épinières qui se réunissent tout à fait dans la région caudale, dans ce qu'on appelle la région de la queue de cheval. Et donc, imaginez une séparation, ça abîme la partie basse de la moelle et ça entraînerait une paralysie tout à fait inévitable des membres inférieurs chez les deux. Alors, en voici qui sont reliés par le thorax, mais aussi par la tête, par cette espèce de fin noyau osseux qui relie finalement les deux massifs nasaux. Imaginez qu'une séparation est évidemment parfaitement impossible. Alors, à quoi cela est dû? Eh bien, au cours du développement embryonnaire, il y a ce qu'on appelle un blastopore, c'est-à-dire une zone d'invagination. En fait, il y a trois feuillets chez l'embryon. L'ectoderme, que vous voyez ici, le mésoderme et l'endoderme. Alors, le mésoderme, tout comme l'endoderme définitif, sont générés par des cellules de l'ectoderme, c'est-à-dire le feuillet superficiel, qui vont entrer en profondeur sous l'ectoderme et disparaître à nos yeux pour former les populations que vous voyez ici, et ça se fait le long d'une ligne qu'on appelle la ligne primitive. Eh bien, cette ligne primitive peut être amenée à être double. Et quand elle est double, au lieu d'être unique et médiane, eh bien, vous avez à ce moment-là une forme de gémellité vraie, c'est-à-dire mais ça part de deux lignes primitives au lieu d'une. Donc, il y a eu développement de deux lignes primitives. Et ça forme des vrais jumeaux. C'est une des causes de gémellité, mais ce n'est pas la seule. Mais s'il advenait que ces deux lignes primitives ne soient pas complètement séparées, mais que ces lignes primitives, qui, je répète, sont des zones où les cellules rentrent en profondeur, soient partiellement séparées, mais partiellement réunies, alors vous avez des siamois. Et si elles se réunissent dans la région caudale, les siamois seront fusionnés par la partie postérieure. Si elles se réunissent plutôt en avant, elles seront réunies par le crâne. Ou si ça se réunit au milieu, eh bien, ils seront réunis par le tronc. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le développement peut être assez compliqué. Et sans aller jusqu'à développer tout ce qui se trouve ici, qui est très complexe, eh bien, il se trouve que les deux lignes primitives peuvent ne pas être en parallèle, mais elles peuvent arriver dans une certaine mesure à s'affronter géométriquement de façon très complexe. Et quand elles s'affrontent, c'est géométriquement pas simple du tout. Eh bien, cela peut générer de grosses étrangetés. Et ces grosses étrangetés, je vais les montrer maintenant tout en vous présentant Janus. Alors, c'est qui Janus? Eh bien, Janus, c'est un dieu romain à deux faces qui regarde à la fois vers le passé et vers l'avenir. Il a donné notre mois de janvier, qui est le premier mois de l'année, mais qui fait lien avec le dernier mois de l'année précédente, et il a été représenté à différentes époques dans la mythologie. Et je vous présente un très joli Janus, si vous allez au musée de la Vie Gomez de Virton pour le voir,
Songez que ça fait même pas 1,5 cm, hein, donc c'est tout petit, avec d'un côté la face du Christ et de l'autre une tête de mort qui évoque un peu le contraste entre la vie et la mort. Eh bien, je vous présente ici une forme de grossesse siamoise qui a un rapport avec ce dieu Janus et qu'on peut encore une fois de plus lier à la mythologie. C'est ce qu'on appelle le Janiceps, donc ça vient de caput en latin tête et Janus, la tête de Janus, crucipage, page veut dire fusion, et qui est fusionné en croix. Et ça s'explique par deux lignes primitives qui ne se sont pas divisées tout à fait linéairement, mais qui se sont divisées en s'affrontant. Et vous voyez ici une face, eh bien, en réalité, il y en a une autre derrière. Et il y a une face qui regarde d'un côté et l'autre de l'autre, et je peux vous assurer que chaque face est le produit du mélange de l'hémiface de l'un et l'hémiface de l'autre. Donc, ça, c'est le jumeau 1, ça, c'est le jumeau 2, et inversement, de l'autre côté. Et vous voyez que leur postérieur se trouve, je dirais, à 90 degrés par rapport à l'axe d'une face à l'autre. Donc, vous avez l'axe d'une face à l'autre qui est ici, si vous voulez, perpendiculaire à l'écran, et l'autre qui est parallèle à l'écran. C'est pour ça qu'on dit crucipage fusionné en croix. C'est évidemment non viable, hein. Et donc, vous voyez encore sur ce scanner avec cette reconstruction 3D, une face d'un côté, une face de l'autre, et ça, c'est l'os qui est censé être derrière le crâne, l'os occipital. Vous voyez encore ici ces deux faces sur ce scanner, et vous voyez une reconstruction 3D de cette face qui n'est pas tout à fait normale, qui ressemble un peu à un masque de démon. Hein. Bien, je peux vous dire que ça, c'était une des faces, et ça, c'était l'autre. Et chacune est le produit des deux jumeaux en même temps. Alors, vous voyez très bien ici, pas pour autant que vous ayez une petite idée de l'anatomie ici, excusez-moi, vous avez donc les deux. C'est le nez d'une des faces, ça c'est le nez de l'autre face, seulement ça c'est l'os occipital qui est postérieur, donc tout est à angle droit. C'est extrêmement particulier. Et quand on s'intéresse par exemple aux viscères, on voit qu'il y a deux foies, mais en symétrie centrale. Et donc un des foies est complètement à l'envers de l'autre et sont vraiment développés sous forme d'une symétrie centrale et pas d'une symétrie orthogonale. C'est extrêmement rare, mais très intéressant. Et cela survient chez l'animal. Voici un agneau qui était affecté de la même anomalie et qui est visible au musée d'anatomie de Montpellier, que je vous engage à aller visiter. Vous excuserez la qualité de la photo, mais je n'ai évidemment pas demandé à mon collègue conservateur de là-bas de sortir le spécimen du bocal afin de faire la photo. Et donc, le règne animal est tout autant riche en ce genre d'anomalies. Vous voyez ici, par exemple, toujours à l'université de Liège, des moutons jumeaux céphalopages, donc qui sont fusionnés par la tête. Alors, autre monstruosité, ce qu'on appelle l'hermaphrodisme ou pseudo-hermaphrodisme, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on range dans l'hermaphrodisme? Bon, c'est l'ambiguïté, si vous voulez, de manifestation des organes génitaux représentés là par cette statue antique. Alors, l'hermaphrodisme vrai, c'est quand vous avez réellement des cellules considérées comme masculines, qui génétiquement sont masculines, et puis des cellules féminines qui sont présentes dans le même embryon, ce qu'on appelle un mosaïcisme, qui pourrait traduire l'existence d'une double fécondation. Le pseudo-hermaphrodisme, eh bien, c'est peut-être plus intéressant parce que c'est une manifestation extérieure d'hermaphrodisme, mais qui repose sur des choses un petit peu plus complexes. Alors, il faut savoir que les hermaphrodites ont été traités de diverses manières au cours de l'histoire et que notamment les hermaphrodites, à l'époque romaine, étaient carrément noyés à la naissance sans autre forme de procès. Mais ce n'était pas le cas dans toutes les civilisations. Alors, je vous illustre ici par des documents que nous avons au musée d'anatomie ce qu'est le pseudo-hermaphrodisme. Alors, le pseudo-hermaphrodisme, eh bien, c'est un scénario, bon, il y a plusieurs possibilités, plusieurs explications, mais un scénario assez classique. C'est une petite fille qui, au moment de la puberté, ne voit pas apparaître ses premières règles et qui en plus développe parfois des organes génitaux un peu atypiques. Alors on commence à s'inquiéter, on fait des études hormonales et on s'aperçoit que les hormones masculines sont prédominantes. À ce moment-là, on s'inquiète vraiment, on fait un karyotype et on se rend compte que c'est un mâle.
alors que le morphotype est un morphotype féminin. Alors, de quoi en fait s'agit-il? Eh bien, il s'agit de ce qu'on appelait jadis le syndrome du testicule féminisant. Alors, une des explications, enfin une des causes, c'est ceci. C'est que tout fœtus est destiné, sans influence particulière, à évoluer vers le morphotype féminin. Et donc, le type féminin est la norme. Sauf quand on est du genre masculin qui a les chromosomes XY, grâce au chromosome Y, s'expriment un certain nombre de facteurs qui vont masculiniser l'embryon et qui requièrent les hormones masculines. Seulement, pour que les hormones masculines fonctionnent, il faut que le récepteur sur les cellules soit indemne. Pour qu'une clé ouvre une porte, il faut qu'il y ait une serrure. Et dans certains cas, il y a des mutations des récepteurs. Et donc, les androgènes existent, mais les récepteurs n'existent pas. Et donc, les androgènes ne sont pas reconnus et ça va évoluer vers un morphotype féminin. Alors, soit il s'agit d'une mutation complète de la fonction, les récepteurs sont inexistants et dans ce cas-là, ça va évoluer vers un morphotype féminin complet. Soit c'est une perte de fonction qui n'est pas complète et dans ce cas-là, vous aurez une certaine forme d'ambiguïté sexuelle. Une autre cause, ça peut être une cause qui siège dans la biosynthèse des hormones masculines, un déficit en hormones, en enzymes qu'on appelle l'aromatase. Bon. Alors, ce sont dans la plupart des cas des femmes qui ont des formes parfois un peu ambiguës, un peu androgynes, qui ont permis à un certain moment d'ailleurs qu'elles puissent avoir une carrière dans le domaine de la mode. Elles étaient mannequins dans les années 70, à l'époque où on aimait bien qu'il n'y ait pas trop de formes féminines. Extérieurement, vous ne vous retourneriez pas dans la rue en les voyant. Et donc, elles ont des organes génitaux qui sont quand même largement féminins, parfois un clitoris un peu plus gros. Par contre, et donc il y a un vagin, on peut avoir des relations sexuelles. Par contre, l'utérus n'est généralement pas présent et vous avez des gonades qui sont anormales, ambiguës entre ovaires et testicules, qu'on appelle des ovotestis, et qui assez souvent se présentent comme des testicules non sortis, si vous voulez. Et donc, évidemment, on peut opérer ces personnes pour accentuer le caractère féminin ou même à l'évoluer vers le sexe masculin si le souhaite. Mais on ne pourra pas restituer, bien sûr, de fonction reproductrice. Donc, il est évident qu'il n'y a pas de fonction de reproduction possible. Donc, ça, c'était pour l'illustration d'une forme d'hermaphrodisme qu'on appelle le pseudo-hermaphrodisme ou syndrome du testicule féminisant, qui requiert énormément de tact dans la manière dont on traite. Imaginez une famille qui a une petite fille et qui, au moment de ses 12 ans, sa puberté ne se passe pas comme il faut et on s'aperçoit qu'en fait, génétiquement, c'est un sujet masculin. Ça n'est pas rarissime, il y en a toute une série autour de nous et je pense que dans la plupart des cas, le voisinage ne s'en aperçoit pas. Alors, nous avons parlé, si vous voulez, du fait que l'anomalie, c'est l'autre, c'est l'étranger. Nous avons parlé de la mythologie, nous avons parlé de l'effet des religions qui, dans certains cas, peut déifier certaines anomalies, mais dans d'autres, les vouer aux gémonies. Parfois, les malformations congénitales ont pu être utilisées dans des querelles religieuses et politiques. Alors, je vous représente quelque chose qui n'est pas dans le livre parce que je n'ai pas de spécimen personnel, c'est ce qu'on appelle un fœtus arlequin. Alors, le fœtus arlequin, c'est une anomalie de la peau qu'on appelle l'ichthyose congénitale. La peau est épaisse et craquante, qui crée des espèces de plaies un petit peu partout. Ce n'est pas viable non plus, bien entendu. Et cette ichthyose congénitale a créé le mythe développé par Luther en pleine période de guerre religieuse du veau moine. Et voici une représentation de cette ichthyose congénitale sous forme d'une sorte de croisement entre un veau et un moine, parce que ça a servi espèce d'argumentation en disant regardez les moines catholiques, eh bien ils forniquent avec des animaux et ils génèrent ainsi des hybrides entre un veau et un moine avec la tonsure du moine
ici, un habit qui est peut-être un habit de moine, mais je ne suis pas très expert en la matière, et ici des pieds un peu déformés, assimilés à des sabots. Et donc, cette observation, qui me part rarissime, qui est évidemment très malheureuse, a servi, si vous voulez, d'argument dans des querelles religieuses pour asseoir la prééminence souhaitée de la religion réformée par rapport à la religion catholique. Ce qui ouvre en filigrane de cet exposé, évidemment, tous les aspects sociologiques, les aspects humains, les aspects psychologiques qui sont traités dans les dernières pages de l'ouvrage et qui nous mènent à avoir une vision très, très critique des interprétations qui ont été faites de ces monstruosités. Le fait de considérer qu'elles sont une part inhérente de nous-mêmes, puisque nous avons dans notre patrimoine génétique tout l'attirail qu'il faut pour créer ces anomalies, finalement, et que donc ça fait partie de notre humanité et que nous devons, en toute conscience, prendre, si vous voulez, la mesure de cette humanité potentiellement déviante qui est en nous et en accepter quelque part les potentialités et avoir beaucoup de miséricorde vis-à-vis de ceux qui en sont atteints. Et voici donc une image qui n'est pas de très bonne qualité d'un véritable fœtus arlequin. Je suis désolé de vous imposer ça. Alors, pour laisser de place à la discussion et pour ne pas tenir le crachoir pendant très longtemps, je pense avoir plus ou moins évoqué, résumé le contenu de ce petit ouvrage qui se veut un trait d'union entre l'histoire, la mythologie, la biologie actuelle du développement, un peu de zoologie. J'espère avoir consacré du temps efficacement à essayer de désacraliser ces monstres qu'on ne devrait pas appeler autrement que de malformations congénitales graves. Avoir aussi contribué à démontrer que nos anciens avaient quand même pas mal de perspicacité quand ils ont été confrontés à ça et qu'il n'y avait pas que le fanatisme à cette époque. Et j'ai illustré ça par une série de spécimens qui proviennent de notre musée d'anatomie Louis de Roubaix, qui a été fondé par Louis de Roubaix, que vous voyez ici, vers 1842, quelque chose comme ça. Ces collections ont suivi plusieurs déménagements facultaires les uns après les autres. J'ai certes utilisé des images qui viennent d'autres musées de l'anatomie, mais je l'ai chaque fois signalé. Et donc, ce musée a pu prospérer grâce aux efforts de toute une série de générations d'enseignants d'anatomie qui ont collecté des pièces, parce que même dans ce musée, il y a des pièces qui proviendraient de l'école de médecine qui existait avant l'université de Bruxelles, hein, qui a fondé la faculté de médecine. Et j'ai fait ici un petit montage de tous ceux qui ont été responsables de l'enseignement de l'anatomie dans la faculté. Les deux que vous voyez ici, mon ami Marcel Rose et moi, sommes évidemment toujours en vie. Tous les autres, malheureusement, sont disparus. Et les plus anciens sont liés à, comme celui-ci par exemple, sont liés à l'école de médecine qui était avant la faculté de médecine. Le premier qui a donné cours à l'ULB, c'était Gros, Pierre-Joseph Gros, qui donnait cours à l'école de médecine avant d'ailleurs. Et ce sont tous les efforts de ces gens de collecter des spécimens, d'essayer de créer un véritable musée pour créer un enseignement pratique. Ce sont tous ces efforts qui se concrétisent dans ce musée d'anatomie dont vous voyez ici les installations et que vous pouvez visiter par groupe à la demande. Il n'y a pas de visite individuelle parce qu'il faut que quelqu'un du laboratoire soit présent, bien entendu, pour expliquer les choses qui s'y trouvent. Il y a un site où on parle de ce musée. Et donc, nous n'aurions pas pu faire cet ouvrage, d'ailleurs, comme un de nos précédents, si nous n'avions pas eu à disposition ce matériel absolument extraordinaire dont nous souhaitons bien sûr qu'il reste tout à fait pérenne. Voilà donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais donc maintenant départager cet écran. Et voilà.